et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de faire le book haul des mois d'octobre et de novembre. Comme d'habitude je ne change pas ma routine, si jamais certains de ces livres vous intéressent, vous retrouverez les informations juste sous la vidéo. De plus, je ferai certainement comme pour l'été un article sur mon blog où je vais reprendre tout ce qui se sera passé durant l'automne. Vous aurez donc toutes les informations sur le Pumpkin Autumn Challenge et son bilan, les book hauls de septembre, octobre et novembre, et probablement un petit aperçu de ce qui vous attend pour l'hiver. Je vais donc commencer par l'unique livre que j'ai reçu. Il m'a été envoyé par les éditions Le Livre de Poche suite à une masse critique du site Babelio. Je vous présente donc Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson au livre de poche. On a affaire à une planète baignée de lumière où vit Yumi qui est une Yoko-Ijo, à savoir une prêtresse qui invoque les esprits pour venir en aide à son peuple. De l'autre côté, on a une cité qui est tout l'opposé, à savoir qu'elle est plutôt froide et habitée par des créatures cauchemardesques. Et c'est ici que vit Peintre, qui repousse chaque jour les manifestations physiques de cauchemar. C'est donc l'histoire, comme vous pouvez le constater avec le résumé, de Yumi et de Peintre qui vont se rencontrer et échanger leur place à tour de rôle, c'est-à-dire que jour après jour, Peintre va se réveiller dans la peau de Yumi et Yumi dans la peau de Peintre. Et pour une raison qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont devoir chercher pour le coup, ils vont devoir comprendre ce qui les a poussés l'un vers l'autre, ce qui les a poussés à se réveiller dans la peau de l'autre. Ils vont devoir aussi s'allier pour faire face à une menace plus grande encore. Bref, c'est un récit de fantasy, de science fantasy même, je trouve, qui s'inspire à la fois du Japon moderne et de la Corée médiévale. Donc, personnellement, j'ai fini de le lire assez récemment et j'en suis absolument très contente. Je poursuis ce book haul avec une lecture qui me faisait envie depuis très longtemps, en fait depuis sa sortie, puisque c'est un livre qui a manifestement inspiré Tolkien, qui est le créateur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. C'est le livre qui l'a tout simplement inspiré pour créer les Hobbits. Voici Le merveilleux pays des Snerg, qui à la base est écrit par E.A. Wyke Smith, mais qui a été adapté ici par Veronica Cossantelli et illustré par Melissa Castrillon. Cette version est éditée aux éditions Milan. On a donc l'histoire de Pip et Flora qui en ont assez des règles trop strictes de leur orphelinat. Par conséquent, ils vont fuir tous les deux de cet endroit absolument horrible et ils vont alors découvrir un monde fantastique peuplé d'ours qui sentent bon la cannelle, d'ogres véganes et de méchants vareks. Mais ils vont surtout rencontrer les Snerg qui sont de petites personnes vivant en harmonie avec la nature et dotées d'un grand courage, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Bilbon Saké. C'est un livre d'aventure et de fantaisie qui a l'air très cosy, très douillet. Je rappelle, il est édité aux éditions Milan dans leur collection Tilt, qui s'adresse à la base aux 9-12 ans à peu près. Je ne m'attends pas non plus à un roman extraordinaire, plein de péripéties, plein de choses ultra développées, mais je veux surtout le lire tout simplement parce que ça a inspiré à Tolkien les Hobbits, parce que je suis une immense fan du Hobbit et que j'aime beaucoup la couverture ainsi que la maquette à l'intérieur. Il y a des petites illustrations que je trouve très sympathiques. Par exemple. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir sortir ce livre de ma pile à lire, notamment pour le Cold Winter Challenge. Puisqu'on parle de fantasy, puisqu'on parlait justement de Tolkien qui a été inspiré, je vais maintenant vous présenter un livre qui va beaucoup m'aider pour tout ce qui est écriture. Je pense que vous savez à quel point j'adore ce genre de livre. Je vais donc vous parler de Christelle Dabos qui a écrit « Et l'imagination prend feu » qui est dans la collection Secrets d'écriture aux éditions Le Robert. J'avais déjà un livre de cette collection qui a été écrite par Françoise Bourdin et qui est centrée sur tout ce qui est saga familiale, notamment la littérature contemporaine. Ici, on va plutôt suivre Christelle Dabos qui va nous parler de tout son processus d'écriture, notamment pour sa saga, une de mes préférées en ce qui me concerne, La Passe Miroir.
Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'avec Françoise Bourdin, on était plutôt sur ce mélange entre sa vie privée et voir à quel point certains éléments de sa vie privée lui a permis de développer certaines caractéristiques, certaines péripéties dans ses romans. Ici, je ne sais pas si Christelle Dabos nous parlera de sa vie et à quel point elle a lié les deux entre vie privée et vie pro. Donc là, je ne sais pas si on va s'atteler beaucoup plus aux recherches sur la passe miroir, beaucoup plus à son processus d'écriture, de réécriture, de voilà, une routine de travail, notamment des informations sur ce qui l'a inspiré pour écrire la passe miroir et comment elle a vécu ces 10 années pour écrire la saga. Ma foi, je suis impatiente de pouvoir mettre le nez dedans. J'adore la mythologie grecque, j'adore d'ailleurs la mythologie en général, et j'aime aussi beaucoup le travail des éditions Quelle Histoire. J'avais pu avoir l'Odyssée il y a quelques années, j'ai pu m'acheter cette année l'Iliade. Les éditions Quelle Histoire adaptent l'histoire pour les enfants, mais pas seulement, ils font maintenant la littérature et ils ont fait depuis plusieurs années maintenant tout ce qui est mythologie, créatures fantastiques. Et après l'Odyssée, je suis très curieuse de savoir comment ils ont adapté l'Iliade, puisque là on est en pleine guerre de Troie. On va suivre du coup le roi Ménélas, son épouse Hélène qui s'est enfuie avec Paris. On va avoir l'histoire d'Achille et de Patrocle. Bref, c'est toute l'histoire de la guerre de Troie qui est adaptée dans ce petit livre et je suis très curieuse. Et comme toujours, les éditions Quelle Histoire font un très beau travail, que ce soit en termes d'adaptation texte ou même d'illustration. Il y a également des petites pages annexes que moi j'aime beaucoup, comme par exemple une carte. Il y a également tout ce qui est les objets ou galeries de personnages. Vu que j'avais adoré leur travail sur l'Odyssée, je pars confiante pour l'Iliade, mais j'ai quand même vachement hâte de pouvoir mettre mon nez dedans. Le livre qui suit, je ne me souviens plus si je l'ai découvert grâce à Margot Liseuse, à Guimauze ou à Alex Bouquin en Prada. Je me souviens juste que je l'avais vu à travers une vidéo Booktube, de ça j'en suis certaine, et il m'avait beaucoup tapé dans l'œil parce que j'aimais beaucoup le concept et j'aimais bien ce que la booktubeuse avait montré du livre, les images, les inserts, les petits close-up qui avaient accompagné ce qu'elle pensait de cet ouvrage. Donc je l'avais mis dans ma wishlist depuis très longtemps maintenant et je suis donc très contente de l'avoir entre les mains. Je vous présente le livre des maisons extraordinaires de Seiji Yoshida qui est publié aux éditions Elitis. Le concept est très simple, ça va être des maisons, plein de maisons avec différentes thématiques. Par exemple là on a la tour sur le pont du gardien espiègle, on a également le bureau de poste du dompteur de dragons, la cachette du démon timide ou encore la bibliothèque des livres perdus. L'objectif est simple, c'est de créer un petit décor, de montrer la maison, de montrer aussi ce qu'elle cache, ce qu'elle recèle à l'intérieur, avec des plans, avec des crayonnés, avec des illustrations. Parfois même, je vais vous montrer ici, pour le bureau de poste, l'intérieur, avec à chaque fois des petites indications, des petites explications sur le travail de l'illustrateur, ce qu'il a voulu faire, sur quoi il est parti, qu'est-ce qui l'a inspiré, pourquoi cette pièce. C'est hyper bien foutu quand on est auteur ou illustrateur, voire les deux, parce que ça permet de caractériser une pièce par rapport à un personnage, ça permet aussi de s'inspirer quand on est illustrateur, par exemple les objets, la perspective, comment rendre l'esprit pour une petite chaumière. Ça donne plein d'indications et à la fin, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est les crayonnés, les croquis, les ébauches, avec toutes les explications de où est-ce que l'illustrateur a chopé l'inspiration. Par exemple, la fille de la ville submergée, il s'est inspiré du Hong Kong dans un futur hypothétique. On a par exemple la maison monolithique qui est inspirée du Portugal. Et on a comme ça plusieurs pays, plusieurs époques. On a aussi de la science-fiction comme de la fantasy, du fantastique, des choses qui sont peut-être un petit peu plus réalistes, d'autres qui sont complètement farfelues. Je n'ai pas encore eu la possibilité de vraiment m'y plonger, de lire chaque petite ligne, mais j'ai grand hâte de pouvoir le feuilleter et de le refeuilleter et de le feuilleter à nouveau.
c'est sans fin. Nouveauté du mois d'octobre, une sortie du mois d'octobre et une sortie parfaite pour le Cold Winter Challenge qui va arriver et pour l'hiver qui s'annonce, puisque c'est une suite d'une série, une de mes séries préférées dont j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge le tome 2. Il s'agit du tome 3 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. On retrouve Archibald et son neveu Bartholomé qui vont embarquer dans l'étoile de Belle Écorce, un légendaire train à vapeur, dans le but de se rendre dans le Grand Nord, notamment dans les dangereuses vallées de Sombre-Hiver, là où Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour leur fils Bartholomé, mais n'en sont à ce jour jamais revenus. Au vu du résumé, je suis impatiente puisqu'on aborde un petit peu le sujet de Séraphin de Pimprenel à travers le personnage de Bartholomé dans le tome 2, mais je suis vraiment super impatiente de découvrir le fin mot de cette histoire, savoir où ils sont, ce qu'ils sont devenus, et il sera parfait pour cet hiver. J'y vais les yeux fermés sur ce tome parce que j'adore la plume de l'auteur, j'adore les illustrations de Sanoé, j'adore l'ambiance très cosy, douillette qu'il y a dans ses livres, j'adore les montagnes russes en matière d'émotion. Bref, il y a tout un tas de petites choses qui font que cette saga me plaît énormément et comme j'adore l'hiver et Noël, je suis plus qu'impatiente de pouvoir commencer ce petit bijou. Dernier livre de ce book haul, dernière réception en date en plus de ça, puisqu'il s'agit d'une précommande du mois d'août que j'ai reçue tout récemment. Pour la petite histoire, j'avais lu le tome 1, il me semble, il y a un an, voire même peut-être même 2 ans maintenant, et j'avais surkiffé ce premier tome, j'avais très envie de lire la suite, sauf que j'ai jamais pu mettre la main dessus. Un peu victime de son succès, je n'ai jamais pu mettre la main sur les tomes 2 et 3, je pensais même les emprunter à la médiathèque pour être tout à fait honnête, jusqu'au jour où les éditions en question ont décidé de faire une intégrale et une intégrale collector. Je vous présente donc l'intégrale de Steam Sailors, écrit par Ellie S. Green, publié aux éditions Gulfstream Editor. Vous l'aurez certainement remarqué au physique du petit pavé en question, puisqu'on a un hardback, des dorures un petit peu partout, un signé. De plus, l'autrice a écrit un préquel, Les Enfants de la Fortune, qu'elle a intégré en tout début d'ouvrage, ce qui me permet de continuer l'aventure à bord de l'héliotrope et de sa formidable équipe. Laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable. Des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence à la recherche de la mystérieuse cité impossible, des alchimistes et de leurs secrets oubliés. Ici, il y a voyage, on a équipe, on a alchimiste, on a pirate, on a cité perdue. Forcément, j'avais craqué pour cette saga qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et comme je vous l'ai dit, j'avais adoré le premier tome et j'étais un peu triste de ne pas pouvoir continuer cette série. Grâce à ce très bel ouvrage, je vais donc pouvoir rattraper mon retard et découvrir aussi ce préquel qui sera totalement inédit pour cette version. Voilà, vous avez donc les 7 petits nouveaux qui ont intégré ma bibliothèque et donc ma pile à lire. Certains seront lus très prochainement, d'autres ça viendra au fil de l'année 2024. N'hésitez pas à me laisser vos retours sur ces livres, est-ce que vous les avez lus ou pas, est-ce qu'ils vous tentent ou pas du tout. N'hésitez pas non plus à faire un tour sous la vidéo puisque toutes les informations qui sont utiles seront présentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je vous laisse ici et vous souhaite de bonnes lectures et de belles découvertes. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!